Mes geekettes, quel bonheur, quel plaisir encore une fois de vous retrouver. Hein. Je vous rassure, ce plaisir il est partagé. Moi aussi, je ressens un immense éclat de bonheur qui me parcourt à l'idée que vous, dans votre petite chaumière, vous allez me voir. Vous me voyez même depuis longtemps, depuis quasiment 2 ans pour les plus anciens d'entre vous. Et cela, et même les nouveaux se disent « Oh là là, il parle beaucoup aujourd'hui, ça veut dire qu'il n'a rien préparé. » Et les plus aguerris même se diront « Il va encore nous préparer un courrier des lecteurs. » Donc effectivement, aujourd'hui, ce sera un spécial 100% courrier des lecteurs, mais ça n'empêchera pas de retrouver le cours normal de notre 101%, avec aujourd'hui lundi les jeux téléchargeables, ce sera Load Runner, avec Oscillation, et ce sera pas le Debug Mode, ce sera le Hidden Palace, avec Ghosts and Goblins, partie 1 consacrée à Arthur. Et tout de suite, c'est les news. La deuxième cérémonie des Micromania Games Awards s'est déroulée le 5 mai dernier à La Cigale, à Paris. Tout un tas de personnalités plus ou moins liées à l'univers du jeu vidéo étaient donc présentes, notamment pour remettre les différents prix. Le grand gagnant de la soirée, c'est Call of Duty World at War, qui repart avec le titre très convoité de jeu de l'année. Une récompense assez étonnante tant le jeu d'Activision a été critiqué par la presse et surtout le public à cause de son manque d'originalité. Mais visiblement, les 200 000 votes des internautes ont tout de même plébiscité ce FPS qui reste l'un des titres les plus joués online depuis sa sortie et l'une des meilleures ventes de l'année passée. Bref, même si Code 5 est une valeur sûre, il paraît évident que BioShock, même s'il ne s'agit que d'une conversion PS3, mais surtout GTA 4, méritait amplement la récompense. Le bijou de Rockstar Games n'obtient du coup pour seule récompense que le prix du meilleur jeu d'aventure. Pas de surprise en revanche pour le trophée du meilleur jeu de sport, remporté par FIFA 09, ni pour celui de meilleur jeu musical attribué à Guitar Hero World Tour. Street Fighter 4 remporte aussi assez logiquement le titre de meilleur jeu de baston, alors que Fable 2 devance Fallout 3 pour la récompense du meilleur jeu de rôle. Mario Kart est quant à lui le seul jeu qui aura remporté 2 prix, celui de meilleur jeu de course et de meilleur jeu multijoueur. Globalement, tous les gros éditeurs peuvent donc ressortir satisfaits de cette soirée, au cours de laquelle ils auront tous glané au moins un prix. Activision a été récompensé, Electronic Arts, Nintendo, Microsoft Games, Take-Two, Capcom, seuls Sony et Ubisoft n'ont rien gagné parmi les géants de l'édition. Reste que si les Micromania Games Awards sont un bon indicateur pour connaître les positions de chacun sur le marché français et même européen, certains choix sont plus que critiquables. À la base, on peut déjà légitimement se poser des questions quant à la répartition des jeux dans chaque catégorie. Regrouper jeux de rôle et jeux de stratégie semble par exemple être un choix assez illogique, condamnant certains bons titres comme Alerte Rouge 3, qui n'est dans aucun classement. Mais surtout, l'envie de satisfaire tout le monde transparaît à travers les résultats. Cela donne des incohérences du genre Call of Duty jeu de l'année, mais deuxième jeu de shoot derrière Gears of War 2. Mais pouvait-il en être autrement, sachant que l'organisateur n'est autre que Micromania, la plus grosse enseigne française spécialisée dans la vente de jeux vidéo. Difficile en effet d'imaginer que le distributeur allait mettre en avant d'obscures productions XBLA ou PSN, telles que Braid ou Flower, aussi originales soient-elles. Une nouvelle fois, ce sont les ventes qui priment, le succès, et non la prise de risque ou l'originalité. Il faut dire que les joueurs ont également tendance à acheter des suites de suites. Ces prix constituent donc un excellent instantané du marché du jeu vidéo et de son fonctionnement actuel. Au final, la soirée a le mérite de réunir la plupart des gens du milieu pour une immense fête et de récompenser les jeux ayant marqué l'année écoulée. Et c'est bien tout ce qu'on lui demande. Oui, les news étaient fantastiques. Est-il besoin encore une fois de le préciser, hein? Après, Pierre-Alex, il a la tête qui enfle comme ça, les chevilles, il rentre plus dans ses moon boots. Bon. Donc, c'est pas tout ça. Mais avant de lancer les jeux téléchargeables, Load Runner, hein, j'avais dit, je vais vous parler de mon courrier des lecteurs. Donc effectivement, c'est vrai que quand j'ai pas trop le temps de préparer des plateaux aussi bien que j'aimerais le faire pour vous,
pour moi aussi, parce que c'est quand même mon image, et puis c'est l'image de la chaîne. Donc effectivement, à ce moment-là, je fais un courrier des lecteurs, parce que c'est vrai que c'est facile, il suffit de voir les questions qu'on pose sur les forums, les questions que l'on me pose directement dans la rue. Par exemple, Greg, que j'ai croisé dans le bus en rentrant chez moi, il me disait « Est-ce que je suis un no-life ?» Enfin non, il ne me le demandait pas, lui il était persuadé. D'ailleurs, je lui ai fait un petit coucou à Greg, et il me disait « Non, je ne suis pas un no-life ». Il m'a demandé un autographe, ça c'est vrai que ça me fait plaisir, c'est pas tellement souvent. Déjà, c'est rare qu'on me reconnaisse, mais... oui, donc c'est vrai, pardon, je parle beaucoup. Donc tout de suite, les jeux téléchargeables, Lode Runner, et c'est sur le XBLA si je ne m'abuse. La distribution de titres téléchargeables sur Wii semble avoir changé quelque peu. Il n'y a pas si longtemps, les jeux WiiWare et consoles virtuelles étaient disponibles en quinconce, une semaine pour le WiiWare et l'autre pour la console virtuelle. Depuis 2 semaines, il faut compter sur un titre WiiWare et un titre console virtuelle chaque semaine. La preuve en image tout de suite. Fantasy Zone est un shoot 'em up se déroulant dans un univers au ton acidulé et très kawaii. Le premier épisode est un grand classique de cette console, mais le second est un peu passé inaperçu. Et pourtant, c'est bien ce Fantasy Zone qui a donné lieu à une adaptation en arcade et non l'inverse comme c'est souvent le cas. Fantasy Zone 2 a même été adapté sur PlayStation 2 dans les Sega Edges. Rainbow Island Towering Adventure est un remake du très célèbre jeu d'arcade de Taito. Le traitement de cette version est un peu le même que Bubble Bobble Plus, dont on avait parlé il y a peu, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un épisode alternatif ne prenant pas en compte les anciens. Les graphismes sont en 3D pour mieux coller aux mœurs de notre époque. Par contre, la maniabilité n'est plus aussi efficace que dans les années 80, les persos sont lourds et la gestion de la physique trop approximative. De plus, les ennemis se fondent dans le décor et on a du mal à les apercevoir. Ce titre ne fait donc pas vraiment honneur à la série, il serait plus sage d'attendre une sortie éventuelle du premier Rainbow Island. Taito est aussi productif sur le XBLA. L'éditeur y propose ainsi un remake de son Arkanoid. Nommé Arkanoid Live, il propose bien sûr des fonctionnalités en ligne. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Arkanoid, il faut rappeler qu'il s'agit d'un casse-brique se déroulant dans un univers futuriste. La particularité d'Arkanoid tenait dans ses capsules bonus, allonge de la raquette, laser, balles multiples, etc. Arkanoid remplit son contrat et plaira aux fans comme aux newbies. Taito, décidément très présent cette semaine, avait créé la surprise en sortant sur PSP et DS Space Invaders Extreme. Pour fêter les 30 ans de la série, la société avait marqué un grand coup en proposant une réactualisation très réussie de son titre phare. Des power-ups, des systèmes de combos et des patterns inédits avaient fait de Space Invaders Extreme un indispensable sur console portable. De plus, son orientation, jeu musical sans en avoir l'air à la Lumines, finit par faire de ce jeu une référence ultime. Il y a donc fort à parier que l'on retrouvera Space Invaders Extreme dans une prochaine critique développée. Zombie Wranglers est une sorte de hack and slash mettant en scène des zombies et des adolescents. On aurait pu s'attendre à un jeu de type Survival Horror, eh bien non. Ici, on incarne un de ces teenagers trop cool qui partent à la chasse aux zombies. Un peu comme dans Ghostbusters, ils peuvent aspirer les non-morts pour faire le ménage dans la ville. L'ambiance, le vide et la direction artistique un peu étrange rendent Zombie Wranglers très dispensable. Et voilà, c'est fini pour cette semaine, on regarde tout de suite la critique de Lode Runner sur XBLA et on se retrouve la semaine prochaine. Créé en 83 par Douglas C. Smith, Lode Runner est un jeu à placer aux côtés de Pac-Man ou Space Invaders. Sans doute moins connu que les deux classiques précités, il a pourtant laissé une marque indélébile dans la mémoire de nombreux joueurs et connu comme eux un destin hors du commun. Rappelons-en le principe rapidement. Un petit sprite, haut comme 3 pixels, un niveau 2D rempli de plateformes et d'échelles, des ennemis qui ne lâchent pas le sprite contrôlé par le joueur d'une semelle, et l'impossibilité pour ce dernier de se défendre autrement qu'en créant des trous dans lesquels les ennemis peuvent tomber. Ajoutons à ce descriptif basique 2 subtilités. L'impossibilité de sauter, mais la possibilité en revanche de marcher sur la tête d'un ennemi piégé. Sur ces quelques idées, Lode Runner a su séduire le monde entier. C'est ainsi le premier titre d'un éditeur tiers à sortir au Japon sur la Famicom en 1984. Il connaîtra d'ailleurs sur la 8-bit de Nintendo un succès fabuleux. En 84 toujours, Lode Runner sortira sur borne en arcade et connaîtra même 5 versions différentes dans les salles japonaises. Globalement, ce jeu a été adapté sur quasiment toutes les plateformes existantes, la dernière version à date étant celle-ci, un titre XBLA en 3D, développé pour le 25e anniversaire du jeu. On a expliqué le principe du jeu dans l'intro. Cette version ne change rien ou presque au Lode Runner original.
S'il propose 5 environnements en 3D, d'ailleurs animés de belle façon et des personnages également modélisés en 3D, le gameplay, lui, reste 2D. Le joueur contrôle donc toujours son personnage dans des décors composés de plateformes, d'échelles, de cordes tendues et de blocs. On reviendra sur les blocs plus tard, ces derniers modifiant quelque peu le gameplay du jeu. Le personnage reste évidemment incapable de sauter. En revanche, il peut détruire un bloc situé à sa gauche à l'aide du bouton A, et un bloc situé à sa droite à l'aide du bouton B, et ce, y compris s'il est juché en haut d'une échelle. Son but premier consiste à récupérer l'or dispersé sur les plateformes de chaque niveau le plus vite possible afin d'ouvrir la porte ou la sortie qui lui permettra d'accéder au niveau suivant. Son but second consiste à survivre. Les ennemis sont en effet en mode homing, ils n'exécutent pas des patterns de mouvement prédéfinis comme dans la plupart des jeux de plateforme. Non, ils foncent sur le joueur et le suivent à la trace, même à distance. Les gardes ramassent automatiquement l'or lorsqu'ils passent dessus. Il faudra donc les faire tomber dans un trou pour ensuite leur marcher sur la tête afin de récupérer son bien. Autre petite subtilité, chaque niveau comprend un bloc dans lequel un ennemi est caché. Les gamers perfectionnistes devront donc détruire un max de blocs pour enfin tomber sur le bon et récupérer le diamant bonus en possession de l'ennemi caché. Mais les blocs ne sont pas tous destructibles et certains possèdent même des attributs uniques. Le bloc stalactite, lorsqu'il explose, emporte dans sa chute les blocs situés sous lui. Le bloc taillé ou sculpté nécessite 2 tirs pour être détruit. Le bloc glace est à même de provoquer une avalanche, soit la destruction en chaîne de plusieurs blocs. On aura compris le principe, inutile de tous les citer. La variété de ces blocs complique simplement le chemin que le joueur devra suivre pour tenter de récolter tout l'or d'un niveau, tout en offrant un panel de possibilités plus large au level designer. Résultat, au moins 80 niveaux sont proposés aux joueurs, uniquement dans le mode voyage, correspondant en fait au mode solo normal. Un mode entraînement est également disponible, ainsi qu'un mode résistance composé de 8 challenges, et un mode énigme comportant lui 50 niveaux supplémentaires. Et on ne parle même pas des niveaux que l'on peut soi-même créer à l'aide de l'éditeur intégré au jeu ou tout simplement télécharger. Pour revenir brièvement sur les modes résistance et énigme, le premier propose de récolter un maximum d'or en un minimum de temps, alors que les ennemis débarquent un à un toujours plus vite dans le niveau. Le but est de récolter le plus d'or possible avant de mourir, afin de gagner une médaille plus ou moins prestigieuse. Le second mode, appelé énigme, nécessite encore plus de réflexion de la part du joueur, puisqu'il peut tout à fait se retrouver coincé et incapable de récupérer tout l'or du niveau s'il ne s'y prend pas de la bonne façon. Dans ce mode, même si le temps est un facteur important pour son score, le joueur n'a pas à subir la pression des ennemis à tête chercheuse, ces derniers étant tout simplement absents. Pour conclure sur le game system de ce Loadrunner XBLA, il faut savoir qu'il propose un mode multijoueur. Des niveaux ont ainsi été spécifiquement créés pour être joués à 2 en coop, en mode voyage et en mode énigme, mais également pour être joués à 4 en mode dernier homme. Ce dernier récompense le joueur résistant le plus longtemps aux ennemis, aux pièges des autres joueurs, mais également aux joueurs ayant déjà perdu, puisque ces derniers réapparaissent ensuite sous la forme d'ennemis. Le joueur récompensé est celui qui parvient à survivre le plus longtemps possible sur l'ensemble des manches. Tous ces modes multi peuvent bien sûr se jouer en local ou via une connexion live. Pour ses 25 ans, Loadrunner s'est vu offrir un joli remake 3D. Riche, complet, jouable en multi, totalement addictif, difficile sans être agaçant, joliment réalisé, ce jeu XBLA ne souffre que d'un seul reproche, sa maniabilité. Non pas que le gameplay soit imprécis, mais les animations un peu flottantes du personnage donnent aux joueurs la sensation d'être imprécis, ce qui dans les faits n'est pas vraiment le cas. Ce défaut est d'autant plus gênant que le jeu se veut ultra speed. Un sprite mieux animé aurait donc contribué à la précision du joueur dans ses déplacements, sans pour autant tomber dans le piège des animations ultra travaillées d'un Exit 2 qui pour le coup plombait le rythme du jeu. Ceci dit, on se fait au bout d'un moment au contrôle un peu lâche du personnage pour trouver ses repères. Et là, le principe vieux de 25 ans de Loadrunner prouve une nouvelle fois toute son efficacité et renvoie au plaisir simple mais exigeant de ces jeux concept qui ont fait le bonheur des joueurs dans les années 70-80. Oui, parce que c'est vrai, j'avoue, parfois, j'ai pas le temps de bien préparer. Mais aussi, parfois, c'est parce que j'ai pas reçu les conducteurs, hein. En même temps, on sait ce que c'est, le déménagement, tout ça, c'est la cohue partout, et il faut qu'on se dépêche de tourner, et puis c'est plein de bazar. Donc, c'est pas grave, moi, je peux commencer à improviser, et mettre à parler, raconter des choses, des anecdotes, mais quand même, j'avoue, je vous donne une petite ficelle si jamais un jour, vous vous retrouvez face à la caméra,
le plus simple, c'est quand même le courrier des lecteurs. Parce que, bon, courrier des lecteurs, on peut reprendre des questions qui ont été posées il y a un an et demi. Par exemple, on me demandait pour mes t-shirts, où est-ce que je les trouve? Ça, vous voyez, c'est le genre de questions, c'est intemporel. Comme à chaque fois, j'essaie de renouveler un petit peu mes t-shirts, à part certains qui reviennent régulièrement, parce que c'est vrai que les gens aiment bien certains designs, puis ça me donne une image aussi. Donc c'est vrai que ça, c'est hyper pratique. Ils sont super pressés, c'est avec leur déménagement, tout ça. Donc tout de suite, nous retrouvons la charmante Macha et ses oscillations. Bonjour à toutes et à tous, et c'est avec une très belle engine que nous allons parler aujourd'hui de Final Fantasy IV. Les bandes originales de jeux de rôle sont toujours très inspirées. Ce n'est pas étonnant quand on tient compte du fait qu'un RPG a toujours une histoire et des personnages bien définis. Mais il faut avouer que laisser entendre dans la musique le contenu d'un jeu relève d'un très grand savoir-faire. Le maître de cet art est sans aucun doute Uematsu Nobuo, créateur d'un nombre colossal de chefs-d'œuvre, notamment pour la saga Final Fantasy. Écoutons aujourd'hui quelques-uns des morceaux de la bande originale de Final Fantasy IV et regardons de plus près le brillant travail artistique de Uematsu Nobuo. Ce que nous entendons en ce moment est le célèbre prélude de Final Fantasy. Il s'agit d'une simple suite de 4 notes répétées à l'infini sur différentes hauteurs et tonalités. Cette même suite est utilisée depuis le tout premier volet de la saga. Le prélude de Final Fantasy IV présente toutefois une particularité. Au bout de 40 secondes, des éléments musicaux supplémentaires viennent s'ajouter à la première ligne mélodique. C'est précisément dans Final Fantasy IV que l'on peut entendre cette deuxième partie du prélude pour la première fois. Elle sera reprise dans tous les volets suivants de Final Fantasy jusqu'à l'épisode 9 inclus. C'est avec le thème des Red Wings, puissante flotte aérienne du royaume de Baron, que débute le jeu. On entend clairement un rythme militaire et une mélodie très héroïque, bien que quelque peu tragique. La flotte semble signifier le danger, comme on peut l'entendre dans la deuxième partie du morceau, qui est très agitée et dissonante. Dans la musique, on peut presque deviner l'esprit torturé de Cecil, le commandant des Red Wings, ainsi que la sinistre tâche qu'il doit accomplir par la suite. Le célèbre thème de l'amour est probablement l'un des morceaux les plus emblématiques de la bande originale de Final Fantasy IV. L'un de ses plus grands atouts est sans doute la simplicité de sa ligne mélodique. Douce et chantante, elle représente toute la sincérité du sentiment de Rosa envers Cécile. Le thème prend une note un peu plus tragique vers la fin, mais ne le reste pas longtemps. Et finalement, le thème principal de Final Fantasy IV. Écoutons-le un instant. Une grande variété d'outils musicaux vient se superposer ici. Des percussions assez simples, des arpèges agités et répétitifs, une basse régulière mais rapide, un tapis de cordes et une ligne mélodique chantante, des harmonies simples mais des modulations inhabituelles, en bref, une musique très riche et diversifiée qui cache elle aussi un certain caractère tragique, comme pour représenter les aventures riches en rebondissements que vont vivre nos personnages. Le début du même thème peut d'ailleurs être entreaperçu dans la musique du combat final.
évident que Uematsu Nobuo ne s'est pas contenté d'écrire une musique de fond. Il a su transcrire dans sa bande-son de Final Fantasy IV le contenu entier du jeu. Et effectivement, je vais vous annoncer le Hidden Palace aussi, mais le docteur Lacave qui était là, hein, il est passé, et il m'a regardé parce que c'est vrai que en même temps, je suis un petit peu un modèle pour lui. Ça s'est vu hein, quand même. Il a beaucoup pris d'inspiration de mon style, de ma facilité, de ma jovialité. C'est pour ça que maintenant, il est quand même beaucoup plus reconnu qu'à ses débuts. Faut bien l'avouer. Donc, le fameux docteur Lacave. Il me disait, Benoît, je suis un petit peu embêté quand même, t'arrêtes pas de dire courrier des lecteurs, mais les gens ne lisent pas No Life. Effectivement, c'est un petit peu un abus, pas vraiment un abus de langage, mais un glissement sémantique. C'est-à-dire que c'est le nom de la rubrique, donc après je reprends ça, je le mets à ma sauce, et puis en même temps, ça fait un clin d'œil, en même temps comme pied de nez, c'est un petit peu une cascade à ma portée. C'est vrai que je souffre souvent du dos et je ne peux pas me permettre de faire des roulés-boulés tout le temps. En même temps, il y aura peut-être la place ici pour faire une roue. Enfin, cela dit, en parlant de Docteur Lacave, donc oui, non, la rubrique courrier des lecteurs, c'est juste, oui, c'est façon de parler, quoi. Et d'ailleurs, on va retrouver tout de suite, non pas le courrier des lecteurs, puisque j'ai plus le temps, mais le Hidden Palace, qui sera consacré aujourd'hui à... Donc j'avais dit quoi? J'avais dit que c'était Ghosts and Goblins, avec le roi Arthur, a priori, si je me semble bien pas me tromper. C'est la partie 1. Bonjour et bienvenue dans Hidden Palace. Dans les jeux vidéo, il arrive que certains personnages empruntent leur sobriquet à de grandes figures historiques. C'est le cas de Arthur, un héros de Capcom qui partage avec le roi des légendes celtiques non seulement le nom mais aussi son courage. Arthur apparaît la première fois en 1985 dans Ghosts and Goblins, un jeu de plateforme action sur arcade. Au Japon, le jeu porte un titre différent, il s'agit de Makaimura qui signifie le village des démons. Le héros, Arthur, doit sauver sa belle que l'infâme Satan a enlevée pour satisfaire on ne sait quel désir. Arthur combat des hordes de démons avec ses lances ainsi que d'autres armes qu'il trouvera au fil du jeu. Il est également protégé par une armure comme tout bon chevalier qui se respecte. Et c'est d'ailleurs cette armure qui tient le concept du jeu. En effet, lorsqu'il se fait toucher, Arthur se retrouve tout de suite en caleçon. Et au choc suivant, il se retrouve en squelette. Grâce à son game system bien pensé et à son ambiance gentiment horrifique, Ghosts and Goblins a tout de suite rencontré la sympathie du public. Ce succès a d'ailleurs conduit le jeu à être adapté sur plusieurs plateformes. Sur Amstrad CPC par exemple, ce n'est pas Capcom qui est chargé de l'adaptation, mais Elite. Cette version diffère quelque peu. Par exemple, Arthur meurt en un seul coup, ce qui fait une entorse au gameplay de base, mais qui rend le jeu encore plus difficile. Le portage NES n'a pas non plus été créé par Capcom, c'est Micronix qui s'en occupe. On leur doit déjà des adaptations telles que 1942 ou encore Athena. Cette version est bien entendu en deçà de la version arcade, cependant elle propose un challenge différent et se situe dans la veine des jeux de plateforme plus classiques. C'est en 1988 qu'arriveront les nouvelles aventures d'Arthur dans Dai Makaimura, le grand village des démons, plus connu chez nous sous le nom de Ghouls and Ghosts. Le jeu reste très similaire au premier épisode, mais apporte tout de même quelques nouveautés. La principale étant que la fiancée d'Arthur, la princesse Prin, se fait désormais enlever par Loki et non plus par Satan. Malgré un niveau de difficulté élevé et le fait qu'il fallait finir le jeu 2 fois d'affilée pour avoir la vraie fin, le succès fut encore au rendez-vous. Ghouls and Ghosts fut également adapté sur console de salon, notamment sur Mega Drive.
Encore une fois, ce ne sera pas Capcom qui va développer cette version, mais Sega. Le tout sera programmé par Nakayuji, qui plus tard deviendra le créateur de la mascotte de Sega, Sonic. Cette adaptation est très réussie et n'a pas à rougir de sa grande sœur sur arcade. 2 ans plus tard, sur Super Famicom sortira Chō Makaimura. Chō signifiant super, le jeu sera logiquement intitulé Super Ghouls and Ghosts en Occident. Il ne s'agit pas d'une adaptation mais d'un épisode conçu pour la Super Nintendo. Le système d'armure prend plus d'ampleur avec la présence d'armures aux capacités différentes. La verte permet de renforcer son arme alors que la dorée permet de changer ses armes comme dans la version arcade. Arthur peut également faire un double saut pour un level design toujours plus fou. Le dernier épisode de la série est tout récent, puisqu'il date de 2006. Il s'agit de Goku Makaimura sur PSP. En Occident, le jeu reprend le titre Ghosts and Goblins en lui ajoutant un préfixe Ultimate. La plupart des épisodes sortis jusqu'alors étaient des Ghouls and Ghosts, ce qui casse la logique nominative occidentale. Cet épisode apporte son lot de nouveautés, à commencer par des graphismes tout en 3D. Mais comme ses prédécesseurs, le jeu se déroule sur un plan 2D. S'il demeure un des jeux de plateforme action les plus efficaces sur PSP, il est aussi un des plus difficiles et ne ternit pas la réputation de ses aînés à ce niveau. C'est avec cet épisode que la série s'achève pour l'instant, mais Makaimura a connu plusieurs spin-offs, dont un reprenant le concept du puzzle game complètement tordu, Incredible Toons. Arthur to Astaros Nazo Makaimura Incredible Toon se déroule logiquement dans l'univers de Makaimura, dont on retrouve l'ambiance si particulière. Dans ce jeu, il faut activer des pièges avec un mécanisme complètement tordu, mais tout de même logique. Un autre spin-off beaucoup plus connu est sorti sur PlayStation 2. Il s'agit de Maximo, un jeu de plateforme action 3D se déroulant dans l'univers de Makaimura. Cependant, Arthur ne fait pas partie de l'aventure. Maximo partage quelques points communs avec notre chevalier barbu. Au moindre contact, il se retrouve en caleçon. Un gimmick qui ne trompe pas. Pourtant, le jeu ne fait pas partie intégrante de la série des Makaimura. Un deuxième épisode sortira 2 ans plus tard et sera sous-titré Army of Zin. Le principe est identique et le jeu ne propose que quelques nouveautés, comme la possibilité de se transformer en faucheuse pour infliger plus de dégâts. Hey buddy, it's been a while. Good to see you too, Grim. Bien évidemment, vu la popularité de la série, Capcom ne s'est pas privé de rendre hommage à son chevalier en caleçon dans la plupart de ses jeux. Dans Breath of Fire sur Super Nintendo, on peut retrouver des portraits d'Arthur dans les maisons qui se situent dans les villages. Higemaru Makaijima Nanatsu no Shima Daiboken sur Famicom est la suite de Pirate Ship Higemaru sur arcade. Cette version a une touche plus Zelda que le jeu dont il est tiré. Higemaru est un petit marin qui doit voyager d'île en île. Au cours de ses aventures, il trouve l'île de Ebi, où un chevalier en armure lui explique qu'il est en train de pénétrer dans le village des démons. Makaimura veut justement dire village des démons. De plus, le jeu se nomme Higemaru Makaijima, soit Higemaru et l'île des démons en japonais. Il existe un autre jeu sur arcade cette fois, qui partage de nombreux points communs avec la série des Ghosts and Goblins. Ce jeu, c'est Black Tiger. Le héros perd également des éléments d'armure lorsqu'il se fait toucher, et l'animation de la mort est quasi identique à celle d'Arthur. De plus, quelques-unes de ses armes sont les mêmes que celles du chevalier barbu. Cannon Spike est une sorte de shoot 'em up qui se déroule à pied, où l'on retrouve les héros de Capcom. On y retrouve Camille, Nash, Baby Hood ou encore Megaman. Arthur fait également partie du cast, mais cette fois-ci arbore une armure cybernétique pleine de lasers, tranchant radicalement avec son ancien blindage. Les fans auront reconnu qu'elle fait référence à l'armure d'or de Ghouls and Ghosts. On trouve également un clin d'œil dans le jeu de golf de Capcom sur Wii. Dans Wheel of Golf, en finissant le mode Ringshot, la tenue d'Arthur est débloquable. C'est vrai que l'on a déjà longuement parlé de Pocket Fighter.
Mais il y a énormément de références dans ce jeu et une particulièrement discrète. En fait, lorsque l'on perd un combat, il y a différentes animations pour indiquer le chaos du personnage. Il en existe une où le joueur devient un squelette avant de finir en tas d'os. Cette mort rappelle celle d'Arthur dans ses propres jeux. Il était bien évident que l'on retrouve des clins d'œil dans les jeux de type crossover. Dans l'excellent Marvel vs Capcom, il apparaît en tant que personnage de soutien. Il aide ses coéquipiers en jetant des lances à travers l'écran. Attention toutefois, car s'il se fait toucher, il se retrouvera une fois de plus en caleçon. SNK vs Capcom Match of the Millennium sur Neo Geo Pocket permet aux héros des deux firmes de s'affronter. Le jeu propose quelques bonus sympathiques. Celui qui nous intéresse ici, c'est le Ghost Trick. C'est un mini-jeu mettant en scène Arthur et son éternel rival Red Harrimer dans une course au trésor effréné. Dans les jeux de cartes SNK vs Capcom, on rencontre plus d'une centaine de héros des deux firmes. Par exemple, dans SNK vs Capcom Card Fighter DS, notre chevalier préféré fait partie de l'équipe des Bleus. Bien évidemment, il fallait s'attendre à retrouver le chevalier dans Namco Cross Capcom, un tactical RPG qui mélange les univers Namco et Capcom. L'occasion était trop belle pour ne pas inclure Arthur, un chevalier émérite qui doit se sentir comme un poisson dans l'eau dans ce style de jeu. Sorti fin 2008, Tatsunoko vs Capcom est le dernier crossover de Capcom. Les grands héros de l'éditeur affrontent désormais ceux des dessins animés de la Tatsunoko. Si Arthur ne fait pas partie du cast, il apparaît très discrètement dans la cinématique de fin de Sohoko d'Onimusha, où ils font équipe pour chasser les démons. Des fois, ce sont juste les musiques de Ghosts & Goblins que l'on retrouve dans des jeux. C'est le cas dans Mega Man 7 sur Super Nintendo. En exécutant une petite manipulation avant de choisir le monde de Shadman, il est possible de changer la bande sonore de ce niveau. Il s'agit du thème musical du premier monde de Makaimura, instrumentalisé façon Mega Man. Dans Zack et Wiki sur Wii, il y a un mini-jeu de rythme dans lequel le joueur doit recréer les mélodies des plus grands jeux Capcom. Ghosts & Goblins fait bien entendu partie de ces classiques. Et quelle joie de pouvoir jouer cette douce mélodie avec sa Wiimote! Arthur et ses monstres font partie des personnages fétiches de Capcom, même s'ils sont moins mis en avant que Ryu et Léon Kennedy par exemple. La série des Ghosts & Goblins possède aussi un autre personnage emblématique. Mais pour en savoir plus, il faudra regarder la seconde partie consacrée à l'univers des ghouls, des fantômes et des gobelins. Et donc, mes chers geeks, mes chères geekettes, je vais enfin pouvoir vous lire le courrier de... Ah, ben, c'est le dernier plateau. Finalement, je crois qu'on risque de pas avoir le temps, donc je suis désolé, je lirai les questions un prochain jour, peut-être même cette semaine. En attendant, ben, de toute façon, je vous fais quand même des gros bisous, des très gros bisous, et puis je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne matinée, ça dépend quelle rediffusion vous regardez, ou quelle diffusion même, pour être exact. Et puis des bisous, encore des bisous, je n'ai que cela à vous offrir. Des bisous.